Alors, bonjour, bienvenue à Sur la route avec Marianne Hogan. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km. C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle de la poudre protéinée Ultra Recovery, la chose à intégrer à votre routine post-entraînement. C'est pas compliqué, c'est une poudre hyper protéinée qui est conçue pour améliorer la récupération des athlètes d'endurance. Ça vous aide à développer vos muscles, à réduire les douleurs musculaires et à faciliter la réhydratation. Avec 24 grammes de protéines complètes, 525 mg d'électrolytes et 4 grammes de BCAA par portion, il y a tout là-dedans pour vous aider à vous reconstruire, à faire le plein d'énergie puis à vous réhydrater après un gros training. Question de rebondir encore plus fort le lendemain. C'est simple, tu mélanges une scoop de poudre avec 400 ml d'eau et bang, le tour est joué, tu bois ça 30 minutes maximum après ton effort. Mais si vous voulez pimper un peu la recette, moi je vous conseille de remplacer une partie de l'eau par du lait de soya ou autre lait végétal, puis de couler un espresso là-dedans, que ce soit avec la saveur chocolat ou vanille de la poudre protéinée Ultra Recovery, ça goûte le ciel puis ça te remet sur pied pour attaquer le reste de la journée. Pour l'essayer, ça se passe sur le nac.com, tu remplis ton panier, puis avant de payer, tu utilises le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS et bang, 15% de rabais sur ta commande. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 168 de Pas sorti du bois. Un retour après une pause, puis Marianne, j'ai remarqué que chaque fois que je prends une petite pause de quelques semaines du podcast, je reprends avec un épisode avec toi, fait que ça devient une tradition. Marianne Hogan pour la 15e fois, re-bienvenue à Pas sorti du bois. Ben, salut, ça fait plaisir de te parler, là. Je commence à me demander qu'est-ce qui se passait. On t'a laissé le temps de revenir, t'étais un peu partout Ouais, cet été, on pourra y revenir, mais là c'est le fun parce qu'on repart ça. Puis là, ceux qui avaient l'oreille attentive ont entendu en introduction que ce n'était pas Marianne Hogan, bienvenue à En route vers Western State. On a changé le nom parce que c'est une série qu'on veut continuer, je pense. En tout cas, j'ai compris que toi, tu voulais le continuer, puis moi aussi, puis qu'on a du fun à se ben parler une oui. fois de temps en temps comme ça. Mais le En route vers Western State perdait un peu de sa logique dans le sens où l'année passée, ben tu y retournais comme crew, fait que c'était logique qu'on l'appelle encore comme ça après ta blessure. Là, bon, je suis sûr que Western State va revenir sur ton chemin, sur ta route à un moment donné, mais comme à chaque fois qu'on se parle, t'es toujours une place différente dans le monde, j'ai l'impression. Je trouve que le Sur la route avec Marianne Hogan prend tout son sens. Là, on t'attrape, t'es où dans le monde? Ben écoute, présentement, je suis au Québec, mais demain, je prends un départ là, pour une nouvelle aventure. Je suis sûre qu'on en parlera, mais en ce moment, je suis de Québec. Bon, ben, de Québec sur la route, mais avant de partir. Fait que bref, bienvenue tout le monde à Sur la route avec Marianne Hogan, partie 13 ou 14, il va falloir que je vérifie mes notes. Je suis vraiment content de te parler. On se parle entre les épisodes dans la vie, mais ça fait quasiment 6 mois qu'on n'a pas fait d'épisode ensemble. Il s'en Ouais. est passé beaucoup, beaucoup de choses depuis l'épisode 152. Comme je te disais avant qu'on enregistre, il a fallu que je retourne l'écouter. J'ai pas l'habitude de me connecter sur Spotify et d'écouter Pas sorti du bois. Mais là, je l'ai faite pour une des premières fois probablement parce que je voulais être sûr que c'est qu'on avait dit, puis revenons là-dessus. Donc, ben, comme je disais, il s'en est passé beaucoup. Mais avant toute chose, Marianne, qu'est-ce que tu bois? Ben, je t'avouerai qu'il est un peu plus tard dans la soirée, puis j'ai déjà fini ma bière, mais je vais partager mes nouvelles passions bières ces temps-ci. C'est les Ben, smoothies. allons-y. Les bières smoothies. J'ai bu la gâtée pourrie de la voie lactée, je crois, ou La voix maltée? maltais. Maltée. Ouais, 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 de exact. Québec en plus. Ouais, ouais, je les adore, là, les smoothies, là. Dès qu'il y a une bière smoothie, je l'achète. Fait que la nouvelle passion smoothie. Ouais, La dernière fois, tu nous parlais des eaux pétillantes houblonnées. Là, on y va ouais, smoothie. Fait que tu nous fais découvrir des choses, c'est cool. ouais. Moi, de mon côté, je suis allé avec ben, Noctem, toujours partenaire du podcast. Ça s'appelle la Carlos le Chacal. C'est une gauze Chamango. Donc, une excellente gauze que j'apprends à découvrir. On dirait que chaque fois que j'ai présenté une gauze de Noctem ou des autres partenaires avant, j'étais comme, ah, c'est pas mon genre de bière, mais celle-là est bonne. Puis à force d'en goûter plein qui sont pas mon genre de bière, mais qui sont bonnes, je suis devenu fan de gauze. Donc, cheers à ta bière que tu as pris tantôt. Cheers à nos Cheers, auditeurs désolée. qui sont peut-être en train de courir le matin ou le soir, mais cheers de bière. Wow, c'est une belle couleur.
Quand même, hein? Ça vaut la peine Ouais, d'écouter l'épisode en vidéo sur en YouTube pour live. voir la couleur de la bière. Euh, À l'épisode 152, tu nous racontais, on s'était parlé avec le Speed Project que tu avais fait en Californie avec Alexandra Côté-Deux. Mhm. L'épisode suivant, 152, on avait parlé de ton marathon de Boston, puis de ton diagnostic de fracture du pubis, du bassin, qui t'a mis sur le côté pendant quelques temps. On t'a suivi parce que dans toute ta transparence, tu as partagé un peu ce développement-là, mais je pense que ça va être intéressant de retourner là, puis de revenir jusqu'à aujourd'hui. Euh, L'épisode avait fait vraiment beaucoup, beaucoup de vagues positives. Je sais pas de ton côté, mais je sais que du mien, les gens, je pense que chaque fois que tu es venu au podcast, c'est un moment marquant pour les auditeurs, mais euh, malheureusement, cet épisode-là était triste ou plus dans le négatif parce que tu racontais quelque chose de difficile, mais ça l'a touché les gens, puis la façon dont tu le racontais, puis la façon qu'on voyait déjà que tu étais en train de rebondir de ça, c'était beau, mais euh, parle-nous de ce moment-là. À quel moment tu as vu un peu de lumière au bout du tunnel? On était en mai à ce moment-là. Ouais. Ouais, c'est drôle parce que j'y repense à ce moment-là aujourd'hui, puis ça me semble très lointain. Mais ça fait moins de 6 mois là, à ce stade-ci. Mais ça me semble très lointain, puis très différent en fait de ma réalité aujourd'hui. Puis je pense que c'est une très bonne leçon pour moi, là, dans le sens que je pense que des fois on vit des choses qu'on pense qui sont vraiment la fin du monde, puis qu'on pense que c'est un, un, un un énorme problème, puis en réalité, je veux dire, c'était juste une petite fraction de segments dans ma vie là, que j'ai vite passé au travers, en fait. Ceci étant dit, c'est sûr qu'il y a eu des moments qui ont suivi ces mai, juin, juillet où je pouvais pas courir, je pouvais pas faire grand-chose. C'est sûr qu'il y a eu des moments où je me tournais un peu les pouces à me demander qu'est-ce que je pouvais faire à chaque journée pour aller chercher un peu ma joie de vivre, là, parce que moi, l'entraînement, la course, le partage d'un entraînement avec des gens, c'est vraiment qu'est-ce qui m'anime. Donc, il a vraiment fallu que je que je trouve d'autres avenues pour faire ça. Mais vraiment, aujourd'hui, je réalise que c'est rien, là, tu as une blessure, il faut juste que tu passes au travers, puis rapidement, tu peux reconstruire. Et puis, je retrouve aussi la joie de pouvoir reconstruire. Tu sais, en fait, ce qui est arrivé, c'est que depuis le mois de mai, en fait, j'ai pris 3 mois complètement off où j'ai absolument rien fait de niveau entraînement. C'était vraiment la stratégie la plus sécuritaire pour un retour le plus rapidement possible. Donc, moi, c'est vraiment la décision que j'ai prise, là. Pas de cross-training, rien du tout pendant 3 mois. Et puis, quand j'ai recommencé à courir en juillet, en fait, ça a été quand même assez difficile, là. J'ai recommencé avec le plan de retour à la course à pied de la clinique du coureur. Et je me rappelle pertinemment bien que je suis allée faire des 3 fois 1 minute de course. Et puis, j'étais super essoufflée, j'étais vraiment out of shape. Là, tu sais, je me sentais, là, j'avais l'impression de courir, c'était vraiment difficile. Mais là, tu vois, depuis juillet, j'ai vraiment progressé. Puis, c'est ce que je trouve vraiment impressionnant. Et puis, tu sais, je l'ai dit plusieurs fois dans les épisodes, mais moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui est cool de voir que c'est nous qui travaillons pour devenir les personnes que nous sommes. C'est pas juste comme je claque pas des doigts un jour puis je suis capable de courir. Non, c'est que petit à petit, chaque jour, je cours de plus en plus, je m'entraîne. Évidemment, j'ai fait du cross training, j'ai fait beaucoup de vélo, mais aujourd'hui, je suis rendue à un stade beaucoup plus avancé que mon 3 fois 1 minute de course en juillet, qui aurait pu facilement me décourager. Tu sais, je pense que c'est ça qui arrive aussi beaucoup pour les gens qui commencent à courir. C'est que c'est difficile, la course à pied. Il y a pas de quand ton corps est pas habitué de le faire, ton corps trouve ça quand même assez difficile. Mais bon, déjà 3 mois après ce début-là, puis je me sens déjà beaucoup mieux. Puis je recommence à trouver là, des petites sensations de la personne que j'étais avant ma blessure au mois de mai. Donc ça, je trouve ça très encourageant. Mais ça revient vite. Je pense que c'est une leçon d'humilité. Ça doit être difficile pour le moral de recommencer, comme tu dis. Tu viens de remporter plein de courses. Tu viens de terminer deuxième à l'UTMB. Puis quelques mois plus tard, tu fais du fractionné 3 fois 1 minute avec l'alternance avec la marche. Mais en même temps, comme tu dis, on revient vite. Tu sais, le temps que quelqu'un qui a jamais couru, qui commence à courir, qui fait ce programme-là, qui commence à faire des intervalles marche-course, jusqu'à pouvoir faire demi-marathon, marathon, peu importe, cette durée-là peut être très, très longue pour la plupart des gens. Avec blessure, on recommence à l'échelle 1. Donc, on recommence à la première marche, disons, mais on remonte plus vite l'escalier, hein. Oui, c'est sûr, mais n'empêche que je pense qu'il y a quand même c'est quand même un processus qu'on se doit de faire. Puis je pense
même si on revient de blessure puis on a déjà tout le background derrière nous, je pense que c'est quand même démonstratif que plus on s'entraîne à faire quelque chose, plus on est capable de faire cette chose. Donc, moi, je trouve ça encourageant dans les deux sens. Mais effectivement, revenir de blessure, au début, ça te semble insurmontable, mais éventuellement, tu retrouves la courbe, elle va vite aller retrouver la forme. Puis ça, c'est super encourageant. Puis en quelque sorte, c'est le fun à vivre, là. C'est des petites victoires au quotidien qui font plaisir. Ouais, c'est ça. Je vais revenir avec quelque chose que tu as dit. Tu disais retrouver ou en fait trouver du plaisir dans le quotidien alors que là, il n'y a plus d'entraînement, il n'y a plus de course à proprement parler, course comme sport. Il y a de la course parce que tu as participé à des événements d'autres façons. Je vais vouloir y revenir, mais au quotidien, quand tu as pris ce 3 mois off-là, puis que tu n'étais pas sur la route en train de faire du crew à Western State, des fins de semaine qui doivent être intenses puis qui doivent tu dois retrouver le plaisir de l'événement de course. Mais dans ce quotidien-là, c'était quoi qui a ressorti comme étant qu'est-ce qui n'est pas venu remplacer la course, mais qu'est-ce qui te faisait du bien au quotidien? Ben, c'est niaiseux, mais moi, en fait, je vois un peu la course comme une sorte de méditation, en quelque sorte. Je trouve que des fois, je vais courir, je mets mes écouteurs, puis je suis vraiment capable c'est pas nécessairement méditer, mais c'est le terme le plus proche que je peux retrouver, mais c'est le fait que je peux m'évader. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était quand même super important pour moi de prendre un moment pour ma journée, puis, tu sais, je mets de la musique, puis je vais m'asseoir dans un coin, puis tu sais, je faisais quand même des exercices, je faisais quand même des choses qui faisaient en sorte que j'étais je faisais quelque chose comme des petits étirements ou des petits renforcements que je pouvais faire. Puis j'en faisais comme pendant 1 heure de temps dans un bel endroit. Puis ça me faisait quand même du bien. Donc ça, c'est une chose que j'ai pu faire pour essayer de retrouver ou restimuler un peu là, l'heure de course que j'aurais que j'aurais préféré faire, disons. Mais sinon, c'est ça, c'est que j'ai décidé de ne pas me retirer du monde de la course à pied ou tu sais, j'ai décidé de justement y aller de l'avant. Tu sais, je suis allée passer quand même 2 mois en Californie. Après ça, je suis allée passer 2 mois en Europe avec les équipes avec qui j'aurais dû faire les courses. Puis ça m'a fait beaucoup de bien parce que je trouve que il y en a beaucoup qui me posaient la question en me disant est-ce que c'est difficile pour toi d'être là une fois que tu sais est-ce que c'est difficile pour toi d'être là sans être capable de courir puis moi je trouve que le contraire est beaucoup plus difficile dans le sens que être à la maison en train de regarder la course à distance j'aurais trouvé ça beaucoup plus difficile tandis que être tu sais, faire partie d'une course d'une différente façon ça m'a fait beaucoup de bien donc j'ai pu accompagner évidemment Mathieu dans les tu sais, dans les semaines de préparation ça, c'était vraiment cool. Et puis après ça, quand je suis allée en Europe, préparation pour l'UTMB, ben j'ai refait un peu la même chose. Je me suis jumelée là aux équipes qui se préparaient. Puis ça m'a fait beaucoup de bien d'absorber d'absorber un peu leur préparation. Et puis autant que j'ai pu, j'ai passé du temps avec ma famille. Là, ça, je pense que ça aussi, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup recentré. Euh, je pense que quand on s'entraîne pour l'ultra, ça requiert quand même beaucoup de notre temps. Et puis, on réalise pas, en fait, à quel point on a beaucoup de temps quand on s'entraîne pas. Et puis, c'était important pour moi de bien l'utiliser, de pas juste ruminer chaque journée. Tu sais, une fois que j'étais capable d'accepter le fait que j'étais blessée, ben, j'ai essayé de trouver des façons de maximiser chacune de mes journées pour faire autre chose qui sont importantes pour moi. Ben oui, puis on t'a vu continuer justement être impliqué, tu le disais à Western State, on t'a vu au QMT à Québec, on t'a vu à l'UTHC aussi, tu as couru la course des enfants, euh, puis ben, l'UTMB aussi. Tu as même été commentatrice de nuit sur le live, donc on a pu t'entendre aussi sur le live, c'est super intéressant de te voir là, puis c'est d'autant plus intéressant d'avoir un commentateur, une commentatrice qui a vécu la course l'année d'avant, donc c'est très frais en tête, puis il n'y a rien de mieux qu'une athlète qui l'a fait l'an dernier pour pouvoir raconter un peu ou expliquer ou mettre en contexte ce qu'on peut voir à l'écran. Donc, c'était bien intéressant. Tu dis, la course à pied est restée dans ma vie, puis tu as décidé de continuer de le faire. Tu as continué aussi de partager ton processus. Puis, tu sais, ça, c'est extrêmement intéressant pour les gens qui te suivent parce que on a pu voir par où tu es passé pour là. On a pu voir des petites bribes, en tout cas, de ces choses-là. Y a-t-il des moments entre mai puis là, le retour vraiment plus complet à la course où ça a été difficile de le faire, que ce soit continuer à partager du contenu, à créer du contenu, que ce soit être dans un événement ou que ce soit côtoyer, jaser de course. Y a-t-il un moment là-dedans que ça a été plus difficile? Oui, c'est sûr. Je trouve que je trouvais ça plus difficile justement de partager
des choses dans le sens que, tu sais, quand je suis habituée d'aller courir sur le sommet des beaux montagnes ou partager des beaux week-ends avec des gens, je trouve que c'est super facile de partager du contenu dans le sens que ça vient de soi, tandis que, tu sais, mon heure de méditation, quoi qu'elle me faisait beaucoup de bien, là, mes exercices et tout, aller à la salle de gym, des choses comme ça, c'est pas aussi facile à partager. Mais j'ai quand même trouvé important de continuer à partager parce que, en fait, je trouve on parle pas assez des blessures et on parle vraiment pas assez des fractures de stress. Je l'ai mentionné au dernier épisode, si je me rappelle bien, mais je trouve Ouais. vraiment que c'est un sujet qui est beaucoup plus tabou. Puis, pourtant, les meilleurs coureurs au monde en avaient tous en même temps que moi, ce qui était très intéressant. Mais tu sais, Adam Peterman, Kylian, il y en a eu une, François et Dan, il y a eu aussi, tu sais, on était tous un peu dans le même bateau en même temps. Donc, j'ai trouvé important de partager ces étapes-là, mais c'est difficile, en fait, de partager ça c'est juste la réalité des réseaux sociaux, c'est difficile de partager un peu ce qu'on vit. Euh, et puis, j'ai trouvé difficile aussi, comme, en fait, je trouve ça difficile. Pendant le 3 mois, la période, le moment que j'ai trouvé vraiment le plus difficile, c'est de voir à quel point tu perds la forme, en quelque Hmm. sorte, sans vraiment pouvoir faire quelque chose pour combattre ça. C'est pas comme, tu sais, je pense qu'il y a une différence entre perdre la forme et, et tu sais que ce que tu sais que les ajustements que tu fais en sorte que tu perds la forme. Mais moi, en fait, c'était tout le contraire. C'est que ce que je devais faire, c'était perdre la forme. Et puis, Ouais. c'est quand même difficile de te laisser faire ça. Mais je regrette pas du tout. Je pense que ça a fait en sorte que j'ai pu quand même rebondir beaucoup plus rapidement que ce qui aurait pu m'arriver. Je vais te poser la même Donc, question, mais je vais la tourner plus humoristique. Mais dans toute cette période-là, tu as fait plein d'événements comme crew, comme membre de l'équipe Salomon. À quel moment les jambes t'ont démangé le plus? Y a-t-il un moment, une course où, tu sais, je suppose que toutes les jambes te démangeaient à chaque fois, puis tu te disais, si j'étais en forme, je suis en train de courir, mais quel moment dans ces 6 mois-là, ça t'a le plus démangé? Tu te dis, et que je voudrais être sur cette start list-là, ou et que je voudrais être sur tel événement ou à tel endroit? C'est drôle parce que c'est même pas sur une course que ça m'a fait ça, c'est vraiment les aventures. J'ai passé beaucoup de temps avec Camille ben Camille surtout quand j'étais en Europe. Et puis Camille aussi a été blessée puis elle s'est remise à la course à pied, mais elle s'est remise plus rapidement que moi. Et puis moi, je me suis un peu promis à moi-même que je voulais plus sauter d'étape là. Mhm. C'était un peu important pour moi de ne pas sauter d'étape. Et puis, il y a eu des moments durant le mois de l'UTMB où là, je recommençais à trouver la forme, je recommençais à trouver la capacité de courir. Donc là, ça devenait concret que je pouvais aller courir. Mais là, je devais me retenir parce que je devais pas justement sauter d'étape. Et puis, quand Camille et François me proposaient d'aller faire des belles sorties, puis d'aller, tu sais, le jour du TMB, eux, ils ont couru jusqu'au Chapieux, ils sont revenus. Donc, quand même, une grosse sortie qui était trop grosse pour où est-ce que tu sais, j'aurais pu être à ce jour-là. Ça, j'ai trouvé ça difficile de dire non, moi je peux pas, en fait, Ouais. je suis pas rendue là. Donc c'est pas tant, tu sais, l'UTMB, la Western States, j'avais fait mon deuil, tu sais, c'était clair pour moi que je pouvais pas y participer. Mais quand c'est devenu plus facile pour moi de participer, là, dire non aux sorties entre amis, ça, j'ai trouvé ça un peu plus difficile. Mais je dois quand même avouer que j'ai été très bonne à ce côté-là. J'ai pas sauté d'étape, puis jusqu'à présent, en tout cas. Et puis, je pense que je vais pouvoir justement dire oui la prochaine fois qu'on m'offre une sortie qui m'intéresse beaucoup. Là, on revient à un moment où tu vas pouvoir accepter. Ouais, exact. Puis, ce qui Euh, est toujours la forme dans laquelle je veux être. oui, c'est ça, exactement. Tu parlais des fractures de stress, à quel point on n'en parle pas assez, puis c'est de quoi que tu avais mentionné la dernière fois, c'est de quoi que tu as répété ici. Qu'est-ce qu'il y a à dire après un 6 mois où tu l'as vécu, tu as eu le diagnostic, tu as finalement eu un feu vert de recommencer à bouger au bout d'un 3 mois d'immobilité, disons. Euh, Qu'est-ce que tu as appris de plus en tant qu'athlète, mais en tant que coach aussi? Euh, ben, ce que j'ai appris le plus pour moi de ce processus-là, c'est vraiment l'importance pour moi personnellement de, de, de ne pas trop en faire. Puis pour moi, ne pas trop en faire, c'est d'équilibrer ma semaine d'entraînement avec un autre sport. Parce que pour moi, si vraiment je pouvais,
j'irais courir à longueur de journée, à longueur de fin de semaine, sans limite, etc. Euh, mais physiquement, je pense que mon corps a démontré à maintes reprises qu'il ne suit pas nécessairement les ambitions de mon enthousiasme ou de mon Mhm. cerveau. Donc, moi, j'ai beaucoup appris à justement faire confiance au fait que ben, le cross-training, c'est une belle option. Donc, moi, dans mon cas, je me suis tournée beaucoup vers le vélo, mais c'est sûr que pour chacun, ça peut être différent. Mais moi, je me suis tournée beaucoup là-dessus. Puis, je trouve que oui, concrètement, en tant qu'athlète, et puis on pourra en discuter aussi parce que le côté entraîneur est venu jouer un rôle là-dedans aussi. Mais il y a beaucoup de positifs à ajouter justement des sessions de vélo pour transférer à la course à pied, sans pour autant, justement, moi, mon problème, c'était le volume que je donnais à mon corps qui n'était pas prêt à absorber. Donc, ça m'a beaucoup aidé. OK. Mais ouais, je te dirais que c'est le gros takeaway que j'ai pris là, durant ces mois-là. Ouais, puis on en voit beaucoup, tu sais, depuis dans les 10 dernières années, des athlètes d'ultra qui sont un peu passés aussi par ce processus-là, de faire de l'entraînement quasiment uniquement en course à pied avec du gros volume, puis d'ensuite, suite d'une blessure ou suite à autre chose, de se mettre à transférer ce volume-là vers un deuxième sport, faire de l'entraînement croisé pour décharger un peu les articulations, le corps, ce que la course peut te faire subir, mais passer ces longues heures-là sur autre chose. On t'a vu faire beaucoup de vélo à des endroits vraiment laids. Ça avait l'air d'être des cols extrêmement difficiles à regarder. Non, t'as été à des endroits magnifiques. Fait que le vélo là-dedans, t'en faisais déjà avant avec le triathlon et tout, mais là, concrètement, de te remettre sur le vélo comme ça, est-ce que tu y retrouves autant de plaisir qu'à la course? Ben, c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est que j'ai fait du vélo, mais je réalise que j'ai toujours utilisé le vélo comme je faisais des entraînements ou, tu sais, dans le temps de triathlon, c'était des entraînements spécifiques ou une sortie de 2 heures, une sortie de 3 heures. Puis je t'avouerai que encore aujourd'hui, je suis moins excitée par une sortie de 2 heures de vélo que je suis d'une sortie de 2 heures de course. Ouais. Par contre, le gros bémol que je vais mettre, c'est que comme là, pendant mes mois où je me remettais en forme, ben, j'avais comme le droit de faire du vélo quasiment illimité, là, évidemment, avec une certaine considération, mais je prenais énormément de plaisir à me planifier des aventures à vélo, chose que je n'avais jamais faite au préalable. Donc, tu sais, je me préparais des gros itinéraires en passant par des cols mythiques. Et puis, ce que je trouve le fun à vélo, c'est que tu peux t'arrêter vraisemblablement très souvent dans des cafés. Tu sais, en fait, ce qui est drôle, c'est que la course à pied, quand tu te sors un gros itinéraire, c'est rare que tu vas passer par beaucoup de petits cafés, des petits restos, des petites villes. Ou tu sais, le vélo, ça permet quand même de voir énormément de choses. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à me préparer des itinéraires et des aventures pour explorer plus de l'Europe. Devrais-je dire, c'est des gens qui m'envoyaient c'est des locaux là, qui m'envoyaient souvent des GPS. Ils disaient, ah, je veux faire une grosse journée. Puis là, j'ai des gens qui m'envoient des GPS. Ça, j'ai beaucoup adoré. En fait, je loadais la GPS dans ma montre, puis j'avais aucune idée où est-ce que je m'en allais, mais je faisais juste suivre le tracé. Puis ça, j'ai vraiment adoré. Là, je pense que ça m'a permis de justement aller chercher le côté aventure que j'aime tellement de la course à pied, sans pour autant augmenter mon risque de blessure. Puis en plus de ça, ben, c'est sûr que ça m'a remis en forme plus rapidement que si j'avais juste suivi le plan de retour à la course à pied, là. Ouais. Donc ça m'a beaucoup aidé, ouais. Mais je t'écoute, j'ai l'impression que tu as retrouvé le plaisir que tu as déjà raconté sur le podcast, d'aller un peu vagabonder, tu sais, de partir à la course, puis des Ouais, entraînements qui sont plus de durée et non d'objectifs de vitesse ou peu importe, où tu disais partir dans des villes, que ce soit Montréal ou autre, puis te laisser un peu guider par l'instinct, te promener, passer près des terrasses, tu sais, puis revenir, puis repartir, puis d'arrêter dans un café. Je sens que tu as comme retrouvé ce plaisir-là, mais avec le vélo. ouais. Oui, absolument. Puis ouais, j'ai beaucoup aimé, là, j'ai visité des endroits superbes. Puis je trouve ça le fun aussi parce que j'ai pu faire des belles sorties avec des gens, tu sais, des fins de semaine complètes où on avance puis tu sais, on loue un hôtel juste une fois qu'on est comme à 1 heure d'arriver, là, tu sais, ce genre de trucs-là, c'est des choses qui m'animent beaucoup. Et puis après avoir fait 3 mois de sédentarisme complet, ça m'a fait beaucoup de bien là, de retrouver ça. Puis comme tu as dit, les paysages étaient quand même extraordinaires en Europe. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un nouveau vélo. Là. Je sais pas si tu l'as vu, mon vélo en bois.
Mais mon vélo en bois et moi, on a parcouru beaucoup l'Europe cet été, puis ça m'a fait beaucoup de bien, ouais. Beaucoup de dénivelé, puis le fun du vélo, j'ai l'impression, surtout en Europe, c'est que tu peux faire pas mal plus de cols puis de points de vue différents qu'à la course parce que nécessairement tu couvres beaucoup plus de distance, hein. Ouais, j'ai trouvé ça cool aussi faire le tour de l'UTMB à vélo Ouais. parce que c'est un peu drôle, mais quand t'es coureur puis tu suis le sentier, t'as aucune idée en fait qu'est-ce qui est où, qu'est-ce qui est quoi. Tandis que là, en le faisant en vélo, j'ai pu comprendre en fait tu sais, comment tu passais d'une place à l'autre. Donc, c'est fou à quel point aussi ma géographie ou ma connaissance de la géographie européenne a pris un grand saut cet été. Ouais, puis je pense que, tu sais, oui, l'UTMB, quand tu regardes la map de très haut, ça semblait juste une boucle autour du Mont Blanc, puis tu t'attends à ce que chaque fois que tu regardes à gauche, t'as le Mont Blanc, mais c'est vraiment pas ça du tout. Je me rappelle, moi, sur les tronçons que j'ai fait dans CCC, tu tournes puis tu dis, OK, c'est quoi la montagne à droite? Parce que, il me semble, le Mont Blanc va être à gauche vu qu'on tourne tout le temps vers la gauche dans le sens anti-horaire. Puis finalement, non, tu sais, je veux dire, c'est plein de petits serpentins, puis tu te perds un peu de village à l'autre, alors que là, ben, en le faisant en vélo, tu as pu le découvrir. C'est quoi Ouais. ton col ou l'endroit en vélo que tu as découvert qui était ton plus grand coup de cœur? Ouf, ça c'est quand même très difficile. Ça prend des questions difficiles, là, tu sais. Je suis là Ouais, pour ça, là. ouais. Euh, j'ai beaucoup aimé le col de l'Isoire. Puis pour nous rendre au col de l'Isoire, on a passé par un tout petit col qui s'appelle le col de l'Échelle, qui est en fait les deux sont comme assez près de Briançon là, pour te situer là. Mhm. On est parti de Valsénie puis on a fait 2 journées en faisant des gros cols et puis c'est des cols mythiques le col de l'Isoire. C'est sûr qu'il a déjà passé au Tour de France plusieurs fois, mais il était très long puis en haut c'est des longs serpentins qui font en sorte que tu arrives puis t'as l'impression que t'es un peu euh, seul au monde. Puis pour une raison que j'ignore, il y avait vraiment pas beaucoup de monde au col de l'Isoire, tandis qu'il y en a des plus gros qu'on a fait qui sont très très connus mais qui sont très très aussi en fait parcouru donc autant en voiture qu'en vélo, mais ça fait en sorte que des fois c'est un peu chaotique. Ben, les cyclistes qui écoutent, mettez ça à votre bucket list si vous l'aviez pas déjà. Ouais, absolument. Avant qu'on poursuive, on va prendre une mini pause pour un message d'un partenaire, puis on s'en reparle de l'autre côté. C'est la Minute de la Coach avec Natacha Gagné, une nouvelle initiative que vous allez entendre dans les prochains mois. Avant qu'on se lance dans la tonne de sujets et de questions qu'on a identifiés, j'ai le goût que tu te présentes pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode 87 quand tu étais venu au podcast. Ben avant tout, là, Yannick, je suis une coureuse de trail passionnée. Ça fait plusieurs années que je visite les sentiers du Québec et plus encore, je tripe sur la course en trail. J'ai accompagné plusieurs centaines, voire des milliers de coureurs au cours des presque 20 dernières années parce que je pratique depuis 1999. J'ai été aussi formatrice de plusieurs entraîneurs, plusieurs coachs en course à pied que je suis encore aujourd'hui puis que j'encourage dans leur pratique. Puis j'ai la chance d'accompagner aussi des petits coureurs par le grand club de course. Donc je tiens aussi à dire que le plus important, c'est que vous nous posiez vos questions parce que on est là pour vous. On veut être pertinent pour vous autres puis vous amener à avoir encore plus de plaisir puis de vous sentir encore meilleur coureur. Ben, merci beaucoup, Natacha. Je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir avec cette capsule-là dans les prochains mois. À la semaine prochaine! J'ai goût de revenir à la date du 5 juillet. Parce que à cette date-là, c'est là que en tout cas, c'est la date que tu as annoncé que tu avais passé ton IRM puis que tu avais un genre de feu vert pour recommencer à bouger. À partir de ce moment-là, d'un point de vue vraiment entraînement entre maintenant puis ce moment-là, comment tu l'as prévu? Est-ce que tu avais déjà des objectifs quelque part dans le calendrier? Est-ce que tu pensais déjà ça ou tu étais plus à court terme? Non, je te dirais que je me suis mis aucun objectif. Je pense que c'était important pour moi justement de repartir avec. C'est vraiment la grosse erreur que j'ai fait en 2022. Fin 2022, quand mon corps était pas nécessairement prêt, j'avais déjà des objectifs en tête, puis je suis repartie sans vraiment écouter les symptômes de mon corps en me disant que ben j'avais des objectifs puis je devais faire tout ce qu'il fallait pour y arriver. Donc là, je voulais vraiment faire ça de façon inverse. C'est vraiment de s'assurer que mon corps était en bonne santé avant de me remettre quoi que ce soit. Mais depuis le 5 juillet, je me fais coacher, ce qui Oh! est vraiment une nouvelle, ce qui est vraiment une nouvelle. Ça,
c'est sûr que ça requérait une adaptation de ma part, puis les gens qui m'entourent et qui me sont proches trouvent ça toujours drôle aussi à quel point je suis un plan d'entraînement en ce moment, parce que c'est sûr que c'est différent de ce que je faisais avant, Mhm. mais je voyais vraiment ça comme une étape qui allait m'aider en fait à contrôler mon volume et puis m'amener dans la bonne direction si on veut. Donc Comment ça s'est présenté, cette depuis opportunité-là de coach? Tu avais ça en tête dans ta période d'arrêt de dire je vais reprendre avec quelqu'un qui encadre? Ben, en fait, durant ma période d'arrêt, c'est sûr que j'ai passé beaucoup de temps à me demander en fait, quand j'ai été aussi affectée par la nouvelle au mois de mai, j'ai vraiment pris du temps pour penser à pourquoi est-ce que je suis autant affectée, parce que les choses m'affectent pas autant habituellement. Je suis capable de habituellement tourner la page quand même assez rapidement, mais là, j'étais vraiment très affectée, là, très profondément par ma fracture de stress. Et puis, je me suis posé la question, euh, oui, le côté liberté totale, l'entraînement m'amène beaucoup de bonheur, mais si je suis pas capable de le contrôler ou de contrôler mon enthousiasme, puis je suis pas capable de courir, mais ça m'amène vraiment pas de bonheur. Et puis j'ai voulu en fait avoir quelqu'un qui puisse m'aider justement à prendre des meilleures décisions, puis à centrer mon entraînement sur des en fait centrer mon entraînement en quelque sorte, puis s'assurer que justement j'en fasse pas trop. OK. Donc je me fais coacher par Greg Vollet, Mhm. qui était préalablement le team manager de l'équipe Salomon avec qui j'ai travaillé depuis des années. Et puis avec qui j'ai une super belle relation, qui connaît autant mes forces que mes faiblesses. Connais ton enthousiasme. Il connaît mon enthousiasme. En fait, puis j'apprécie beaucoup sa façon directe de communiquer certaines choses. On avait eu beaucoup de grosses conversations clés par rapport à mon entraînement dans le passé. Et puis, une grosse conversation que nous avions eue était en avril avant que je parte au Portugal. Et puis, il m'avait dit à ce moment-là, Marianne, tu devrais pas courir autant, tu devrais faire plus de vélo. Et puis, il me l'avait dit comme de passage. Et puis, évidemment, j'ai pas écouté les conseils et puis je suis allée au camp d'entraînement puis j'ai couru le plus de kilométrage que j'ai couru, je pense probablement de ma vie là, ou une de tu sais, des très très grosses semaines. Et donc quand je suis revenue de tout ça, j'ai recontacté Greg puis j'ai dit écoute Greg, je t'ai pas écouté nécessairement ton dernier conseil, mais je suis prête à aller de l'avant puis à t'écouter. Euh, et puis je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que, en fait, ce que Greg a fait ou ce qu'il continue de faire, c'est que il me donne, tu sais, il me donne un doigt en sachant que je vais prendre un bras. Donc, il a été très bon dans mon retour à la course à pied. Tu sais, je pense que tout, tu sais, quand je lui ai dit, quand je lui ai dit que mon IRM était clair le 5 juillet, que je pouvais recommencer à courir, il m'a tout de suite freiné puis il a dit, écoute, Marianne, je vais pas te faire de peine, mais ton été, ce sera pas un été de course, ça va être un été de vélo. Oui, t'as le go, mais on t'y recommence pas tout de suite. Donc, il était très, très bon à me freiner. Autant dans mon rehab, en fait, le 3 mois, là, il m'a freiné énormément. Moi, j'aurais voulu faire beaucoup plus que ça, beaucoup plus de vélo, beaucoup plus, tu sais, me garder la forme en quelque sorte, mais lui, il disait non, non, non. Donc, quand j'ai recommencé le 5 juillet, c'est ça, c'est que j'ai recommencé un peu le processus de retour à la course à pied avec la clinique du coureur, mais tout ce que je faisais en termes d'entraînement, là, parce que je peux pas vraiment dire qu'un 3 fois 1 minute, c'était c'est de la grosse entraînement, c'est que c'était à vélo. Donc, OK. c'est là que j'ai commencé à réintégrer le vélo. Et puis, ben, petit à petit, quand même, les évolutions de la clinique du coureur m'a permis de recommencer à courir un peu plus. Mais les entraînements, je les faisais à vélo, le volume, je les faisais à vélo. Puis c'est comme ça que je suis vraiment retournée un peu là, chercher la forme. Et puis petit à petit, ben, éventuellement, ben, j'en suis venue à courir des 30 minutes. Et puis éventuellement, je suis passée à des heures de course. Et puis donc, j'ai vraiment pas sauté d'étape. Et puis j'ai fait beaucoup plus de vélo que prévu. Et puis, je suis contente d'avoir fait ça, puis d'avoir démontré la patience que je n'avais pas eu l'année précédente. Ben, là, tu parles d'entraînement croisé tantôt. Tu parles aussi d'une passion. J'ai l'impression que tu t'es découvert pour le vélo, en tout cas pour ce type d'entraînement-là de longue journée à vélo. Donc, je comprends que dans le futur, même s'il y a une reprise totale et complète de la course, tu vas maintenir cet entraînement-là croisé avec du vélo?
Oui, parce que en fait, moi, mes problèmes, ils découlent toujours de ma jambe cassée, là, ma jambe droite qui a été opérée. Si je cours trop, en fait, mon corps, la façon qu'il a été opéré, c'est pas, il va être correct jusqu'à un certain point. Puis dès que je dépasse un certain point, mais je compense vraiment beaucoup. Et puis c'est là que je crée des problèmes à d'autres endroits. Donc je pense juste qu'il faut que j'accepte cette situation-là. Puis il faut que je m'entraîne en conséquence. Donc le vélo, je pense, va continuer de demeurer quand même assez important dans mon entraînement. Ceci étant dit, tu sais, l'hiver, ça peut être du ski, ça peut être autre chose, mais le vélo, je pense que oui. Et puis, mais on verra. Je suis pas non plus fermée à l'idée de réintégrer que la course à pied. Mais c'est drôle parce que j'écoutais il y a quelques jours le podcast, c'est Jim Wamsley, il en a fait plusieurs depuis sa victoire à l'UTMB, mais il en a fait un où il raconte vraiment en détail cette année et demie-là qui est allé passer en France, puis l'animateur le questionne beaucoup sur au-delà de déménager en France pour t'imprégner de la France des Alpes, c'était quoi les impacts, qu'est-ce qui a changé? Parce que, bon, il est devenu le premier Américain, le premier homme américain à remporter l'UTMB, puis il a vraiment voulu émuler ce que les coureurs français qui ont eu du succès à l'UTMB, dont François Den, font. On fait. Qu'est-ce qu'ils font comme entraînement qui est différent? Puis Jim Wamsley, c'est quelqu'un qui était connu comme quelqu'un qui fait énormément de volume, qui faisait pas ou peu d'entraînement croisé, puis en déménageant en France, dans le Beaufortin, en déménageant dans les montagnes, c'est ce qu'il a raconté, c'est que l'hiver, il faisait une sortie par semaine de course, puis le reste, il le passait sur les skis, à apprendre un peu le skimo, puis à découvrir ce sport-là. Puis c'est ce qu'il disait, c'est quand il est arrivé en avril pour sa première course, 100 000 à Estria, qu'il a remporté, il y avait très, très peu de volume comparé aux années précédentes où il arrivait sur ses premières courses de l'année, des fois en janvier à février, Black Canyon, des courses qui sont tôt dans la saison. Donc, il y avait un immense build-up. Donc, il n'y avait aucune pause de course entre l'UTMB ou la Réunion, peu importe quelle course il faisait à l'automne, puis ses premiers objectifs qui étaient tôt dans l'année. Il disait en France, il n'y en a pas de course avant avril. Fait que j'ai pas à m'entraîner autant en course. Puis il expliquait vraiment que c'est cette transition-là vers le skimo qui a donné une chance peut-être d'arriver plus frais avec des jambes moins hypothéquées parce qu'il n'arrivait pas avec, je dis n'importe quoi, 5000 km avant l'UTMB. Là. Ouais. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je pense que donc ça c'est un autre point en plus, mais je pense que aussi pour les corps plus fragiles, le cross-training va vraiment aider à la prévention des blessures. Donc je pense que c'est Mhm. deux choses qui sont deux raisons pourquoi c'est bon d'intégrer du cross-training. Puis en fait moi je le faisais bien à l'hiver déjà, mais euh, mais je le faisais pas assez à l'été, je trouve. J'intégrais pas assez. Mais chacun est différent. Puis c'est là que c'est important de s'écouter, d'avoir les bonnes personnes aussi pour s'aider. Euh, mais je pense que ça peut être intéressant de garder un cross-training même l'été quand on a un corps plus fragile. Puis moi, je dois arriver à l'évidence que j'ai un corps un peu plus fragile, mais c'est aussi à prendre en compte, c'est aussi à comparer du volume que je faisais, là. Ouais. C'était juste que c'était trop pour moi. Fait que là, on est mi-fin octobre, disons, je sais pas, rendu bon, disons mi-octobre. À ce stade-ci, après avoir repris la course tranquillement en juillet, après avoir recommencé à faire, là, tu le disais, des 30 minutes, des heures, là, en ce moment, tu te sens à quel point, d'un point de vue physiquement, d'un point de vue course? Ben, c'est sûr que je me sens pas comme j'étais pour l'UTMB 2022, mais je me sens quand même bien pour 3 mois là, retour à entraînement. Faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui perd la forme quand même très rapidement, puis qui prend plus de temps à la retrouver. Donc, je me sens quand même à l'aise avec les 3 mois avec lesquels j'ai pu travailler. Euh, et puis, je trouve que je vois les bénéfices du vélo sur ma course, surtout en montée. Je me sens pas mal plus forte en fait en montée. Euh, la montée en courant, Mhm. c'est quelque chose que je trouvais plus difficile. Donc ça, je trouve ça intéressant. Mais il va me falloir, puis je le reconnais, il va me falloir quelques courses plus longues pour me rassurer sur le fait que j'ai pas besoin de faire autant de volume. Tu sais, je pense qu'il y a toujours cette partie-là, si je suis honnête avec moi-même, Mhm. qui est inquiète du fait que je fais pas autant de volume, puis pour que je sois en forme, pour que je fasse du volume. Puis tu sais, pour moi, c'est vraiment quelque chose c'est parce que
dans le passé, c'est comme ça que je me suis sentie mieux. Donc, il faut juste que je change ça, mais je pense qu'il va me falloir des courses plus longues pour, pour, pour me convaincre moi-même que c'est une bonne option. On parle Puis souvent je de suis faire vraiment, confiance au processus. On entend en anglais le trust the process. Puis ouais, j'entends que tu fais confiance à l'entraînement. Puis en ce moment, tu en vois le potentiel, les bénéfices, mais ça va te prendre une course où tu te sens bien en arrivant avec peut-être une fraction du volume kilométrique de course que tu avais dans le passé pour comme faire OK, le process, il marche en maudit, là. ouais, je pense que oui. Fait que j'ai hâte de voir ça un peu. Mais puis, il faut aussi que je réalise faut que il va me falloir une course pour croire au potentiel du process. Parce que, tu sais, comme je vous ai dit, je suis juste à 3 mois en entraînement, là. Ouais. Je pense que après 1 an, je pense que ça peut avoir tu sais, encore plus de bénéfices. Puis il faut que j'en sois consciente. Puis il faut pas que j'ai des attentes trop élevées par rapport à tout ça. Puis je trouve ça normal tu sais, ça fait juste, comme je dis, ça fait 3 mois que je suis de retour. Puis, euh, il faut juste que ma tête comprenne ça, là, pour mon prochain objectif. Ah ouais. Là, je sais que les gens écoutent puis ils se disent, OK, on veut savoir, bon, ben, c'est quoi la prochaine course et tout. Je poserai pas la question tout de suite, mais je rebondis sur ce que tu dis sur une note plus personnelle. Mais tu sais, j'arrive là en fin de saison. J'ai fait ma dernière course de l'année hier, puis c'était un peu ça pas ma crainte, parce que j'ai pas peur, mais je veux dire, c'était mon appréhension cette année de diminuer drastiquement le volume par rapport à mes années passées. On s'entend, c'est pas des volumes qui se comparent le total, mais moi, ce que je faisais dans les années passées versus ce que j'ai réussi à faire cette année, c'est une fraction c'est quasiment 50%. Puis j'avais quand même des objectifs ambitieux en distance. Tu sais, je retournais pas dans le 100 000 après la naissance de mon gars. Je l'ai fait en janvier, mon 100 000 de l'année, fait qu'il était réglé. Mais ça reste que, bon, j'avais QMT 80, Arcana 125 qui demandent une grosse préparation. Puis je regardais les volumes que j'avais faits par le passé en 2020 quand j'ai fait mon premier build-up vers Arcana 125. Je regardais cette année et je me disais, ouch! Tu sais, en termes de vraiment volume kilomètre par kilomètre, c'était une fraction. Mais je fais confiance à Eric DM, moi, dans mon cas, qui est mon coach. Je fais confiance au processus où ça a toujours été plus de qualité que de quantité depuis que c'est lui mon coach. Mais là, avec le temps que j'ai, puis je veux dire, les horaires incertains, là, j'ai jamais été aussi peu discipliné dans ce que Eric me donne à faire. Parce que, bon, avec la nouvelle vie, les choses changent. Puis, je me suis rendu compte, pour moi, en tout cas, que ça faisait aucune différence, hein. Dans le sens où je me sentais aussi près, puis les objectifs que je m'étais donnés ont été à la hauteur de ce que je pensais, même si j'avais mes référents avant, même si j'avais mes splits d'Arigana 125 d'il y a 3 ans. Puis ça a été ça ma surprise de l'année, parce que je l'assumais pleinement de me dire, je veux faire Arikana, ça me prend ma qualif Western, je veux continuer d'avoir ce rêve-là, puis de continuer à builder up sur cet objectif-là, mais ça prendra le temps que ça prendra. J'ai pas le volume habituel que j'ai, puis pourtant, oui, mon temps était plus lent qu'en 2020, mais c'est plein d'autres facteurs. C'était les piscines de boîte qu'on avait sur le terrain, mais concrètement, j'ai fait une meilleure performance pour moi dans mes sensations qu'il y a 3 ans avec une fraction du kilomètre. Puis j'ai fait OK, il y a quelque chose qui se passe dans la qualité versus la quantité. Il y a plein de choses, il y a plein d'autres facteurs externes. C'est pas une science exacte, mais je parle vraiment, moi, mon expérience à moi cette année. Là, j'arrive en fin de saison. Tu fais des fois des petits bilans personnels de comment ça a été. Puis je suis comme, je vais m'en rappeler de celle-là. C'est sûr que quand je vais avoir un peu plus de temps pour faire plus de volume, je vais le faire, mais dans une année où je m'attendais à avoir des journées, disons, plus difficiles dans mes courses objectifs, ça s'est vraiment bien passé. Fait que c'est mon apprentissage de la journée. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ben, je suis contente que tu aies eu cette réalisation-là. J'espère que moi aussi, je vais en Je venir suis à une certain. réalisation semblable. Mais, tu sais, je trouve que ça parle aussi de l'appréhension que nous avons tous par rapport à, justement, tu sais, l'entraînement qu'on fait. Puis on est habitué de s'entraîner d'une façon, on pense que c'est la meilleure façon, mais potentiellement qu'il y a une meilleure façon de s'entraîner. Puis il faut juste, justement, tu sais, évaluer tout ça, puis regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Puis je pense que c'est de là que vient les bénéfices d'avoir un entraîneur. C'est de justement avoir quelqu'un qui t'amène à faire des choses différentes que tu as fait dans le passé, même si tu hésites à les faire au début. Je pense que ça peut être intéressant de voir c'est quoi les résultats, de croire aussi en quelqu'un, tu sais, on parle de trust the process, mais aussi croire en la personne qui te donne le Ouais. processus que tu suis. Puis je pense que ça peut faire du bien aussi. Donc, effectivement, je pense que pour tout le monde, ça peut être une bonne leçon.
Et puis moi aussi, j'essaie de croire en l'idée de qualité versus quantité. Puis de faire ce processus-là comme athlète avec un coach, est-ce que ça influence la coach que tu es? Oui, c'est sûr, mais c'est différent aussi. Tu sais, c'est sûr que tu sais, Greg a une approche en tant que coach qui est différente de la mienne en tant qu'athlète et coach. Mhm. Je pense qu'on recherche pas nécessairement tous la même chose, comme je dis, comme j'ai expliqué plus tôt. Mais c'est sûr tu sais, il aborde des sujets qui me font repenser certaines choses ou comment moi aussi je pourrais intégrer certaines choses au coaching que je fais. Donc, effectivement, je pense que en fait, on devrait toujours essayer de s'inspirer des gens qui nous entourent. Puis si je les choisis en tant qu'entraîneur, c'est parce que j'en vois beaucoup de positifs. Donc, c'est sûr que tout ce qui tout ce qu'il fait ou me dit de faire, j'essaie d'en tirer le plus, là, autant qu'en tant qu'athlète que coach. Intéressant. Qu'est-ce qui s'en vient, hein? La nouvelle série qui s'appelle Sur la route de Marianne. Qu'est-ce qui s'en vient sur ta route, là? Ouais, alors écoute, demain, je pars en Chine. Donc, avec Mathieu et Alix, on va faire une course en Chine la fin de semaine prochaine. OK. S'appelle le Taigu. C'est pas très connu ici, mais c'est une très grosse course en Chine. Puis je pense que ça va s'avérer être une très belle aventure. On part pour 2 semaines. On va après ça, on va aller passer une semaine un peu plus dans les montagnes de l'Ouest. Là, c'est un peu plus au sud, là. On atterrit à Shanghai. C'est à 4 heures d'auto de Shanghai. Et puis, le parcours va l'air vraiment cool, là. On passe sur la muraille de Chine. On passe un peu dans les villes. Dans votre course? Puis, ouais, Ah notre ouais. course, ça passe sur la muraille de Chine, puis après ça, elle va dans les montagnes qui ont l'air vraiment cool. Donc, je trouve ça vraiment le fun, en fait, qu'on aille faire ça ensemble. Les trois, on fait ça un peu plus en mode relax. Pour moi, évidemment, c'est une course de reprise. Pour Mathieu, c'est une course, en fait, pour se faire du plaisir, comme Alix. Donc, je pense que ça va être une belle aventure. Puis, justement, ça va être facile ou ça va être plus facile pour moi de justement essayer d'accepter le processus avec une course comme ça qui est sans pression, sans rien du tout. Donc, j'ai quand même assez hâte d'aller faire ça là. Donc, demain soir, on s'envole. Et puis, la course, c'est samedi prochain. OK. Puis c'est combien la distance que tu fais? Un 85 km. OK. Ouais. Puis c'est-tu bien montagneux? Y a-tu beaucoup de dénivelé? Ouais, c'est à peu près 5000. C'est comme 4800. Donc, c'est comme un dénivelé similaire à l'UTMB en termes Ouais, c'est ça, de en ratio. ratio. OK. Ouais, C'est ouais, intéressant. On va suivre ouais. ça. Puis, donc là, tu dis 2 semaines en Chine. Après ça, vous allez continuer dans les montagnes de l'ouest de la Chine. Ouais, ouais. OK. En fait, la finale de la Golden Trail Series que Greg justement organise, et elle va être justement dans les montagnes. Je vais même pas être tentée de dire le nom de la ville, là, mais c'est un peu plus dans l'ouest, donc on va prendre OK. un avion puis aller là-bas. C'est lui qui nous a recommandé que c'était vraiment un bel endroit là, pour aller courir. Donc, on va aller faire un peu de repérage là, pour la Golden Trail Series qui sera l'année prochaine. Ça va être la finale. Elle va être en Chine, en fait. OK. La finale qu'on vient d'avoir en Italie aujourd'hui Ouais. même, celle de l'an prochain là-bas. OK. Ouais, ouais. Euh, Fait que, euh, il nous a suggéré d'aller voir ça. Puis, ça aussi, ça va être cool, là. Ça va être le fun d'aller voir ben, un nouveau coin de pays, puis d'explorer les paysages. Là. Apparemment que c'est magnifique. T'es jamais allé en Chine? Oui, je suis allée. En fait, c'est drôle. J'ai fait un été d'études en Chine. Ah, c'est vrai? Ouais, en 2011, 2012 peut-être. Je sais OK. pas trop. Fait que c'est un Ouais, je suis retour en allée. Chine, dans le fond. Un retour en Chine, ouais. Ben, il va falloir que je travaille un peu mon mandarin, mais j'avais beaucoup aimé. C'est très différent de façon culturelle, la nourriture, évidemment. Et puis, je trouve ça vraiment intéressant de se retrouver dans un endroit comme ça où en fait, c'est difficile de même juste parler avec des gens là, dans certains endroits. Ouais. Donc, ouais, ça Dépaysement devrait être total. assez intéressant. Dépaysement total, ouais. Puis, ben là, tu me l'as dit avant l'épisode, mais qu'est-ce qui suit après? Ouais, donc une autre course qui va là, je pense que celle-ci elle va être un peu plus à prendre au sérieux, disons. Mais je retourne à Cape Town. Donc je me cherchais quand même une course pour avoir un bon niveau
de compétition d'ici la fin de l'année. Je trouvais que, en fait, j'avais beaucoup adoré Cape Town avec des amis là, localement. Donc, je trouvais que c'était cool d'y aller. Thibaut va aussi faire la course. Donc, c'est une bonne motivation d'aller en gang. On va peut-être aussi avoir d'autres membres de l'équipe Salomon qui vont y aller. Donc, ça va être cool d'y aller en équipe. Donc, je vais aller faire le 100 km à Cape Town à la fin du mois de novembre. OK. Donc, je vais rester plus dans ce coin-là du monde. Je vais retourner, en fait, probablement passer une semaine aux Deux Alpes avec Mathieu et Alex. Puis après ça, je vais aller à Cape Town un peu d'avance pour aller me préparer pour le 100 km. Intéressant. Tu l'avais fait en 2000. C'est juste après Arikana, 2021? Ouais, 2021, ouais. OK. Fait que c'est le Donc, fun de déjà, revenir sur ça. une course, oui, plus compétitive, peut-être que celle en Chine, comme tu le disais, mais de revenir un peu en terrain connu. Oui, ils ont changé de parcours beaucoup, mais c'est quand même du terrain semi-connu. Puis c'est cool, là, il y a déjà Rootcraft qui est annoncé sur le 100 km. Donc, je sais pas en fait c'est qui les autres, mais juste là, ça va être de la bonne compétition. Donc, ça devrait être le fun, je suis contente. Comme je te dis, je pense que là, ça va être encore un autre moment pour moi d'évaluer comment se passe l'entraînement. Mais je suis réaliste aussi là, par rapport au fait que ça va être quand même, ça va avoir été une année difficile. Puis, le simple fait de me retrouver sur la ligne de départ, c'est une victoire pour moi. Puis, je vais la Vraiment. savourer là. Donc, je suis contente de pouvoir aller faire ça là. C'était définitivement pas prévu là en juillet quand j'ai recommencé à courir que j'allais m'aligner sur des lignes de départ en 2023. Donc, c'est sûr que ces deux courses-là vont être des victoires pour moi. Puis, je vais les prendre comme ça. Ouais, c'est ça, juste de se rendre sur la ligne de départ. Puis ça devrait toujours être comme ça en général aussi pour les gens qui écoutent. Tu sais, on parle souvent des taux de finisher puis d'être finisher, mais des fois, c'est comme plus, t'as fait un entraînement, t'as fait un build-up, t'es passé par des montagnes russes d'émotions pour te rendre à cet événement-là, qui était ton objectif, qui était la chose que tu avais en tête. T'es sur la ligne de départ. Après ça, une journée peut se passer n'importe quoi, puis toute ta préparation, puis toute la motivation ne doit pas juste se compter sur une journée parce que c'est un sport mais je pense que c'est un sport qui est crève-cœur pour ça, parce qu'on en voit à tous les niveaux des gens qui n'ont pas une journée comme ils voulaient, puis c'est pas parce que le processus n'a pas bien été, c'est pas parce que l'entraînement, tous les mois d'effort on servait à rien. Des fois, c'est juste un sport tellement difficile et long que ça se passe pas comme on veut. Mais de se rendre sur la ligne de départ, c'est ça la vraie victoire. Puis dans ton cas, quand tu parles de mai où tu as eu ce diagnostic-là, de juillet où tu as un feu vert, où en juillet tu faisais des 3 minutes de course, puis là aujourd'hui de pouvoir t'aligner puis de te dire, je suis assez confiante de mon entraînement puis de ma reprise pour pouvoir potentiellement terminer une course de 85 km, de 100 km, c'est immense, hein? Oui, oui, c'est très immense. C'est à ne pas prendre à la légère. Mais encore une fois, je, c'est super important pour moi de partager l'expérience en disant que, tu sais, quand on vit quelque chose qui est extrêmement difficile dans le moment, on trouve que c'est vraiment la fin du monde. Mais comme tu vois, là, en l'espace de 6 mois, j'ai quand même fait un 180. Là, tu sais, Ouais. je suis revenue au moins à un niveau que je suis capable de m'inscrire sur la course. Et puis ça, je trouve ça ultra motivant. Puis je trouve que c'est représentatif que des fois, on devrait pas focuser sur... En fait, quand on se creuse un trou, là, on devrait juste arrêter de creuser puis d'en ressortir parce que on s'en va nulle part dans notre trou, là, tu sais. Donc, Ouais. je pense que pour moi, ça a été une grosse leçon pour toi, là, l'année 2023. Puis, je suis encore plus reconnaissante de pouvoir aller de l'avant avec ces deux courses-là. C'est long 6 mois, mais c'est court quand tu y penses. Tu sais. Ah, c'est Je suis sûr que extrêmement c'était court, long ouais. de l'intérieur, mais là, tu es rendu mi-octobre, tu regardes par en arrière. C'est quand même fou le progrès, là. Oui, oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça que je trouve. En fait, c'est que oui, il y a eu des moments où, tu sais, je l'ai partagé au mois de mai que j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Puis il y a eu des moments, encore une fois, en mai-juin où, tu sais, j'étais comme, ah, tu sais, c'est tellement. Mais très rapidement, on oublie, là, mon cerveau. En tout cas, moi, mon cerveau, je sais pas pourquoi il fonctionne comme ça, mais il tasse toujours le négatif, là, puis il oublie, en fait, que c'est arrivé. Mais, tu sais, quand je fais le retour j'aime ça des fois regarder les photos que je prends, puis je fais un retour, puis je me dis, ouais, c'est vrai que ces journées-là, c'était pas jojo comme on dit. Mais au final, on s'en sort puis tout va bien, là, tu sais, c'est juste une autre épreuve à, à parcourir puis éventuellement on sort de l'autre côté. Ouais, le cerveau a cette faculté-là d'oublier
le négatif, puis c'est parfait. Le même processus quand tu bûches, puis t'as mal, puis tu dis, je ferai plus jamais ça, ce sport-là de débile, dans un de tes entraînements, dans une course difficile. Puis le lendemain, t'es comme, non, mes jambes sont pas si pires, finalement. Bon, Ouais, à exact. quoi je peux m'inscrire? Tu sais, on le vit tous, puis en ce moment, il y a du monde qui doivent commencer à penser à leur année 2024, puis des fois, quand tu es dans tes courses, tu te dis, bon, pourquoi je fais ça? Puis on oublie vite les moments négatifs, puis on focus sur le plaisir que ça donne, là. Ouais, exact. Tu as été cette année à la Western State, à l'UTMB, à d'autres courses. Tu étais aussi j'oublie son nom, Côte d'Azur à UTMB. Tu as fait plusieurs courses. En tant que fan du sport ou en tant que coéquipière des athlètes Salomon ou des athlètes de d'autres équipes, peu importe, c'est quoi les performances que tu retiens, toi, comme fan du sport, quand tu regardes ça cette année, des choses qui t'ont impressionné, toi, qui ont attiré ton attention? Ouf. C'est une C'est champ très gauche bonne un peu comme question. question, ouais. Je t'ai lancé une balle courbe. Ouais. Euh, ben, il y en a beaucoup, là. C'est sûr qu'il y a des performances que je trouve très inspirantes, mais en fait, je vais aller un peu dans le dans le passé qui est le plus proche de ce que de où est-ce qu'on est aujourd'hui, mais j'ai vraiment adoré voir Camille et puis François retourner sur l'île de la Réunion faire la Ouais. course. Les deux, en fait, j'ai beaucoup de respect pour eux, évidemment retour de blessure, retour sur une ligne de départ en sachant qu'ils ne sont pas à 100%, s'ils sont pas au maximum de leur habileté. S'aligner sur une course comme la Diagonale des Fous, c'est pas facile. J'en dis avec quelques personnes qui ont fait la diag, puis euh, c'est toujours le commentaire que c'est extrêmement difficile, là, la diag. En fait, évidemment, UTMB, c'est facile, c'est un walk in the park à comparer. Mais j'ai aimé ça les revoir, tu sais, donner un peu de eux-mêmes. Puis tu le voyais que très rapidement, en fait, ils étaient très excités d'être là, mais le corps éventuellement a trouvé ça plus difficile Ouais. mais les deux sont allés jusqu'au bout, puis ils peuvent être très fiers de leur performance. Puis ça, c'est des choses que j'apprécie beaucoup. C'est beau de voir un Euh, François Den qui l'a gagné 4 fois, qui chaque fois qu'il s'aligne sur la diagonale, il est sûr qu'il est le favori, puis que le monde met de la pression indirectement parce que tu l'as gagné 4 fois, puis d'arriver post-blessure, puis de la faire au complet, puis de terminer 8e, puis d'être heureux comme si il l'avait remporté parce que pour lui, c'est une giga victoire. Puis sortons du sport compétitif, regardons l'homme, l'athlète qui a été, comme toi, plusieurs mois arrêté. Il a complété une traversée de l'île. Après ça, la position, on s'en fout, là. Il a retrouvé le ouais. sport qu'il aime. Fait que c'était juste beau de le voir comme un gamin, être aussi content, comme tu le disais, sur la ligne de départ, mais même sa réaction émotive sur l'arrivée, ça valait tout, là. Ouais, ouais, j'ai beaucoup aimé ça. Puis je pense que ça m'a beaucoup parlé parce que, ben, évidemment, je suis dans une situation assez similaire. Mais effectivement, je trouve que ça a été vraiment beau. Mais je peux pas passer aussi à côté de l'UTMB de Mathieu. Je trouve que j'ai beaucoup aimé le voir, en fait, se battre jusqu'à l'arrivée, en ayant une journée très difficile. En fait, quand on a fait la Transalpine ensemble, il y a eu des journées où je trouvais ça vraiment difficile. Puis Mathieu, il m'avait dit, c'est les journées les plus difficiles, en fait, qui sont les plus impressionnantes. Parce que quand tout va bien puis tout c'est facile, en fait, c'est là que, en fait, quand tout va bien, oui, c'est impressionnant que quelqu'un bouge aussi rapidement, mais c'est quand quelqu'un se bat contre euh, des tu sais, des choses qui vont pas bien ou quand ça fait mal puis que ça va vraiment pas être une mauvaise journée, mais que tu passes au travers. C'est vraiment ça qui est impressionnant, puis c'est vraiment ce qui est arrivé dans le cas de Mathieu. Et puis, en plus de ça, je veux dire, il a fini quatrième, là, il a C'est ça pas, tu sais, c'est ça qui est énorme, là. il a réussi avec une journée complètement, tu sais, je l'ai jamais vu aussi, en douleur. Et donc, ça, j'ai beaucoup aimé voir ça. Je pourrais continuer beaucoup, là, mais, Mais même dans la même euh, veine, tu sais, on revient toujours à Courtney parce qu'elle a eu une saison qui est historique, mais Western Hard Rock, c'était beau la voir, mais avec Courtney, quand ça va bien, je veux pas dire que ça a l'air facile, on le sait, les efforts derrière ça, mais elle a une façon de rendre ça ultra facile de par son sourire, de par sa personnalité, de par sa foulée quand elle arrive à la fin de la Hard Rock, puis ça a l'air d'être quand même smooth comme foulée, puis de la voir se ouais, battre contre elle-même les dernières heures de l'UTMB, puis de voir la deuxième se rapprocher, puis là, la caméra était fixée, on s'entend juste sur Courtney parce que les premiers hommes étaient arrivés, fait que toutes les caméras étaient ouais, sur elle, puis c'était beau
ou souffrant de la voir souffrir autant, mais de se battre, de se battre, de se battre, puis elle s'est rendue jusqu'à la fin, puis elle l'a remporté, mais c'est ça, on dirait que ça vaut encore plus quand tu vois tout l'effort, puis là, elle a bien beau être Miss Sourire, puis être tout le temps positive, là, on voyait que ça faisait mal, puis là, on voyait qu'elle Ouais. serrait les dents, puis c'est une leçon pour n'importe qui, qu'on soit Courtney de Walter ou peu importe quel athlète qui veut s'aligner sur n'importe quelle course, de voir la meilleure au monde serrer les dents puis trouver que ça fait mal. Ça nous rappelle qu'on est tous des humains puis c'est normal que ça fasse mal, là. Ouais, c'est sûr. Tu parlais de la Diag. On t'a vu t'entraîner dans les derniers temps avec Katie Scheid et avec Camille Bruyère. Les deux ont fini première et deuxième à la diagonale. Est-ce que tu suivais avec peut-être un peu plus d'intérêt la diagonale comme tu connaissais ces deux filles-là et d'autres? Oui, absolument. En fait, je suivais la DAG pour toutes les raisons que j'ai dit, là. Mais oui, avec Camille puis Cathy, en fait, je suis allée faire l'Ultra Spirit, donc qui est la course de François Daine, là, Ouais. dans le Beaufortin. Donc, on était une équipe et puis on a couru 3 jours ensemble. Puis évidemment, les filles ont parlé beaucoup de la DAG parce qu'à ce moment-là, les deux savaient qu'ils y allaient. Donc, effectivement, puis c'est deux filles que j'adore. En fait, Camille, c'est devenue une très bonne amie. Puis Cathy, évidemment, je la côtoie un peu moins, mais tu sais, je l'apprécie tout autant. Et puis, c'est sûr que j'ai voulu les suivre. Puis, c'était quand même une belle course. Je pense il y avait du très bon calibre, là. C'était beau à voir aller, donc j'ai voulu suivre ça. Et puis, comme je te mentionne, j'étais très excitée de voir François puis Camille sur la ligne de départ. Puis, je suis contente qu'ils sont passés au travers de cet ultra. J'ai une question très importante pour toi à propos de Katie parce que elle et moi, on a un deal. Puis ta OK? question va orienter ce deal-là. Comment va son français? Son français va très bien. Franchement, c'est drôle parce qu'avec Camille, ben, entre elles vont se parler en anglais. Puis quand moi, je rentre dans le mix, ça va être, c'est pas elle-mêle. Mais quand Camille et moi, on se parle, c'est le français. Puis Cathy, elle comprend tout, là. Elle comprend vraiment tout. Il n'y a pas de problème. Puis elle est capable d'en parler. Il n'y a pas de problème, là. Je suis sûre qu'elle pourrait venir sur un podcast. Mais c'est ça le deal. Mais je pense que tu sais, les années aussi vont aider, là. Je pense qu'il faut juste qu'elle commence à en parler plus. Mais tu vois, avec nous, elle le parlait quand même un peu. Puis son français est très bon, là. Il n'y a pas de. Je Parfait. pense elle a fait une entrevue d'ailleurs en français récemment. Parce que Euh, on a j'ai vu parlé, ça elle et passer. moi, je pense que c'était après la Western, on s'échangeait, puis ben, pour ceux qui comprennent pas le gag qu'on dit pas, c'est que ben c'est pas un gag, mais le sous-entendu qu'on dit pas, c'est que Kelly est une Américaine qui vient du Maine, mais qui est avec un athlète français qui s'appelle Germain Grangier, qui a terminé deuxième sur la diagonale. Donc Kelly vit en France, côtoie la langue française. Puis le deal qu'on a, c'est qu'elle veut venir au podcast, qu'après que je l'ai invité, on a jasé, mais elle veut que son français soit à point. Donc, bon, ça sera une entrevue franglaise à venir, mais pas de pression pour Katie, mais à un Pas de moment pression. donné, down the road, hein, pour parler français, ça va arriver. Donc, faut Ouais, quand son français sera au niveau qu'elle est à l'aise. ouais. Mm. Si on parle des courses impressionnantes, moi j'ai adoré voir Katie aussi finir deuxième sur l'OCC. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Parce que souvent on a ben, je vais pas dire on, mais souvent il y a des gens qui disent que tu sais, les coureurs d'ultra sont pas aussi rapides, mais Katie, je pense qu'elle a prouvé que sur un OCC, elle compétitionne avec les meilleurs de cette discipline qui est quand même très différente d'un 100 mètres, là, on va s'entendre. Donc, Complètement différent, mais ça, j'ai adoré. Puis, ouais. Donc, je la suggère évidemment comme invitée à ton podcast. mais son année depuis l'UTMB, ben, avant ça aussi, mais depuis l'UTMB l'an passé qu'elle a remporté. Puis ensuite, ce qui a suivi, je veux dire, la course au Costa Rica, le Coastal Challenge. Ensuite, la Western State, c'est sûr qu'on ne parle que de Courtney qui l'a remporté, record du parcours, blablabla, on l'a dit 1000 fois, mais Katie, en arrière, termine deuxième dans le meilleur chrono de l'histoire, Ouais, ouais. autre que celui de Courtney cette journée-là. Fait que c'est sûr que ça fait un peu d'ombre, mais c'est immense ce qu'elle a fait. Ensuite, comme tu dis, l'OCC, c'est fou de passer à du 100 000 roulant en Californie vers un build-up, vers un 100 000 technique qui est brutal en Ouais. diagonale. Puis entre-temps, En faire le passant par 55 l'OCC. km, probablement le plus compétitif, en tout cas en termes de profondeur de plateau au monde, puis de performer aussi bien, c'est très impressionnant. Ouais. Mm.
Marianne, c'était un grand plaisir de te retrouver au podcast. Ça faisait, c'était long overdue parce que c'est une série que moi j'aime beaucoup, qu'on a depuis quasiment 3 ans. En fait, on entre en 2024 dans la 3e année de cette série-là. Mais bon, le dernier 6 mois, je voulais te laisser un peu d'air, puis je voulais pas insister, puis on s'en était parlé de toute façon, on laissait le temps faire les choses, mais je suis content que tu aies accepté de continuer, puis je suis sûr que les gens sont très excités de savoir qu'est-ce qui va s'en venir dans cette série-là qu'on a renommée Sur la route de Marianne Hogan. Ben oui, ça fait plaisir. Je suis contente d'être pu revenir discuter des derniers 6 mois. Et puis, ben, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va discuter prochainement. Ce sera peut-être pas vers la Western States 2024, mais je suis certaine qu'il va y avoir des belles choses qui vont s'aligner. En fait, excuse, je vais recommencer, monsieur Tuffy. En fait, ça va être en route vers Western States parce que moi, j'ai décidé que j'allais être pigé. Moi, cette année, je vais avoir 4 tickets en décembre, donc 3,9% de chance d'être pigé. Hein, je l'ai dit aujourd'hui, 2024, c'est ça mon oral. Le monde me dit, c'est quoi tu fais l'an prochain? C'est la Western, je vais être pigé. Donc, je vais pouvoir aller chercher de l'info. Donc, ça fera partie de la série ou pas. Mais moi, je suis convaincu. Moi, j'envoie ça dans l'univers, mais juin 2024, je vais être là-bas. 4%, c'est signé, ça. C'est énorme. Je pense que je devrais tout de suite réserver mon Airbnb dans ce coin-là. Ouais. Je pense que je devrais, hein. Ouais, Je prendrai tes bonnes adresses après. c'est bon. Marianne, un grand merci. Comme d'habitude, moi, je termine en remerciant NAC, qui est ton partenaire, mon partenaire pour le podcast, qui est le partenaire, bien sûr, principal. Puis, on vient de re-signer pour 2024. Fait que vous allez m'entendre parler de NAC encore longtemps. Ils ont des belles affaires qui s'en viennent aussi, donc ça va être très cool. Noctem, bien sûr, qui est le partenaire de bière, Capic 1, et aussi Ubald, le partenaire de gin. Un jour, Marianne, il faudra partager un gin. Je sais pas si t'es fan de gin, mais là, Ubald, ils ont des bien belles affaires. Là. Ben, je suis prête à le goûter. Tu es prête à le goûter? Pas de pression. Comme d'habitude, je remercie David Hébert qui signe le design graphique, mais qui a aussi complété son premier Bromont Ultra 25 cette année, donc on le félicite. Je sais que toute la communauté pas sortie du bois le connaissent de nom parce que je le nomme depuis 168 épisodes, mais là, il a terminé son BU 25, donc je le félicite au nom de toute la communauté pas sortie du bois. Puis on se dit à la semaine prochaine parce que là, on revient, pas sorti du bois, il n'y a plus de pause. Je veux dire, ça fait 4 semaines, j'étais un peu partout sur la route, mais là, on revient, pas sorti du bois pour les semaines à venir, donc on se dit à la semaine prochaine. Puis Marianne, on se dit au mois prochain, bonne course en Chine, puis on se reparle quelque part entre la Chine et l'Afrique du Sud. C'est bon. Merci. Ciao.